On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Actuellement, c'est la semaine de relâche aussi des députés à l'Assemblée nationale. Ça permet à nos députés d'être dans le comté. Mais évidemment, la politique n'arrête jamais. Vous le savez, on prépare aussi une campagne électorale parce que le 1er octobre, les Québécois seront appelés aux urnes. Le député Dave Turcotte de Saint-Jean va solliciter un nouveau mandat. Il est en poste depuis près de 10 ans maintenant. Et puis, parmi les enjeux, il y en a plusieurs. L'autoroute 35, congestion routière. Également, on peut parler de l'agrandissement de l'école Saint-Eugène, mais aussi la problématique du laboratoire qui devait être installé au 3e étage de l'hôpital du Richelieu. On est à la fin de la semaine de relâche, mais cette relâche aussi de l'Assemblée nationale pour nos députés permet de passer du temps davantage dans le comté. C'est le cas de Dave Turcotte, député de Saint-Jean. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Donc, une semaine de relâche quand même occupée? Bien, on en a eu deux parce qu'il y a 2 semaines de relâche au Québec. Donc, pour ne pas faire de chicane entre les députés, l'Assemblée s'est entendue qu'on donnait les 2 semaines à tout le monde. Donc, les députés qui ont des enfants peuvent s'occuper de leurs enfants pendant la semaine de relâche et l'autre semaine, être plus présents dans leur circonscription. Bon. Mais là, évidemment, dans votre cas à vous, une fois la relâche terminée, c'est le blitz de session qui va s'enclencher jusqu'au mois de juin. Oui, tout à fait. Bien, il y a encore quelques semaines de travail en circonscription qu'on appelle, entre autres, une après Pâques et une pour la Journée nationale des Patriotes. Mais c'est une grosse session, la session du printemps. Peu importe, là, parce qu'on est en élection en ce moment. Bien, pas en ce moment, mais on va s'en venir. Peu importe, la session du printemps est toujours plus occupée parce qu'il y a le budget. Il y a l'étude des crédits. C'est quand même 200 heures intensifs. Qui se fait. Et souvent, c'est une session où il y a beaucoup de projets de loi qui sont déposés. Comme la période avant de resiéger est plus loin, beaucoup de projets de loi, le gouvernement veut adopter beaucoup de projets de loi. Et dans ce cas-ci, ce sera la dernière occasion pour le gouvernement de faire adopter des projets de loi avant le déclenchement de la campagne électorale. Bon. Parlons d'un enjeu. Un enjeu en particulier dans le comté de Saint-Jean qu'on sait là, depuis plusieurs semaines, voire quelques années. On connaît évidemment ces travaux d'agrandissement de l'hôpital du Richelieu, nouvelle urgence, nouveau bloc opératoire et tout ça. Dans le projet, on le sait, il y avait un espace au 3e étage qui était prévu pour les laboratoires. Or, il y a eu cette espèce de projet d'avoir les laboratoires centralisés à Charles-Lemoine avec l'arrivée du nouveau ministre Barrette. Et bref, depuis ce temps-là, on se dit, bon, il va finir par se passer quelque chose. On s'est dit, bon, ultimement, dans le 3e étage, il y aurait peut-être le centre mère-enfant, qui est un projet. Mais là, oups, on dirait qu'il y a eu du nouveau concernant les laboratoires. Expliquez-nous un peu la situation, parce qu'on vous a vu, disons, dénoncer le ministre Barrette. Bien, tout à fait. C'est parce que le ministre Barrette, dès qu'il a été nommé ministre, une de ses premières décisions a été d'arrêter les travaux d'agrandissement de l'hôpital du Richelieu, notamment pour les laboratoires. Ouais. Ce qui fait en sorte que maintenant, l'urgence, les blocs opératoires, les soins intensifs sont terminés. Les gens peuvent y avoir accès. On ne le souhaite pas que les gens y aient accès parce qu'on ne souhaite pas que les gens soient malades, mais quand même, c'est le cas. Sauf le 3e étage qui est complètement vide. Et pourtant, le 3e étage devait être le premier à être terminé. Puis dans le 3e étage, c'était prévu d'être les laboratoires, comme vous avez bien expliqué. Quand le ministre a annoncé ça, d'arrêter les travaux du laboratoire, il a dit on va centraliser tous les laboratoires des hôpitaux de la Montérégie, donc pas juste Saint-Jean, mais dans l'ensemble, donc de Sorel jusqu'à Valleyfield, et de centraliser tous les laboratoires et les activités des laboratoires à Charlemagne. Dans un but d'expertise, dans un but de... Bon, on comprend. C'était suite, ça, au scandale là, des analyses pour le cancer du sein, où il y avait eu des analyses qui étaient erronées. Et le gouvernement avait dit, bon, on va centraliser l'expertise. Pour des analyses plus pointues de niche, ça peut être une bonne idée. Mais pour de la masse, du grand volume, je ne suis pas sûr que c'est une bonne option de prendre tous les échantillons, de les mettre à chaque heure sur la route, sur la 10, la 30, pour les amener à Charlemagne. Mais peu importe. Le point, c'est que Charlemagne n'est pas assez grand pour accueillir le nouveau laboratoire centralisé. Parce que c'était ça le plan. Le ministre Barrette voulait centraliser à Charlemagne, coûter 25 millions d'agrandissement. Et là, on apprend que ce n'est pas possible d'agrandir à Charlemagne. Et donc, là, le ministère... Mais pourquoi c'est pas possible? Expliquez-le quand même à la population. Parce que, bon, si le ministre avait en tête de centraliser,
c'est les à espaces. tort ou à raison. Oui. Mais à quel moment on s'est aperçu que Charlemagne n'avait pas l'espace nécessaire? Bien, c'est ça que je tente de découvrir. Et moi, j'ai posé une question écrite à ce sujet-là, juste à la reprise, parce que c'est au moment que je l'ai appris. Donc, il y a 2 semaines, au ministre Barrette, il y a des demandes d'accès à l'information qui sont en train de se faire actuellement pour essayer de comprendre quand la décision a été prise ou quand on a constaté que Charlemagne n'était pas apte à recevoir le laboratoire centralisé. Mais moi, ce que j'entends, c'est l'espace et les coûts astronomiques, parce qu'à la rigueur, l'espace, on pourrait dire, bien, on va tout faire ça dans la Terre, on va creuser, mais à un moment donné, c'est parce que les millions puis les milliards ne pleuvent pas tant que ça au Québec non plus, là. Il y a comme une limite à dépenser inutilement. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'on tente de trouver un autre site à proximité de Charlemagne. Donc, dans les alentours de Tachereau. Il y a même des rumeurs comme quoi que ça pouvait être au 10-30, comme par hasard dans la circonscription du ministre Barrette. Moi, ce que j'ai proposé au ministre dès le départ, s'il voulait s'entêter à centraliser l'ensemble des laboratoires à Charlemagne ou dans un laboratoire centralisé, premièrement, ça aurait pu se faire à Saint-Jean, parce qu'on a un terrain qui appartient au ministère de la Santé à côté du CHSLD Gertrude-Lafrance, juste à côté de l'autoroute 35, donc quand même dans un endroit stratégique et facile d'accès. Ça pourrait être cette option-là. Sinon, l'option la plus simple, c'est, bon, puis je maintiens, c'est si le ministre s'entête à tout centraliser les laboratoires, parce qu'il pourrait décider de maintenir les laboratoires dans chacun des hôpitaux et d'avoir peut-être une spécialité par laboratoire, ce qui fait en sorte qu'on n'aurait pas à déplacer tout le monde, le personnel n'aurait pas à se déplacer, les analyses, le plus gros des analyses n'aurait pas à être véhiculé d'un bord à l'autre de la Montérégie. Ce serait seulement que certaines analyses qui pourraient être centralisées. Tu sais, chaque pôle, Anna-Laberge, Saint-Jean, Sorel pourrait avoir une spécialité. Ça pourrait être ça. Sinon, c'est d'y aller en 2 pôles. Moi, je pense que ça, c'est la solution la plus réaliste. Pourquoi? Parce qu'en Montérégie, contrairement à toutes les autres régions du Québec, nous n'avons pas juste un CIUS. Nous, c'est un CIS, mais il y a les CIS et les CIUS. Quand c'est universitaire, c'est un CIUS. Donc, nous avons 3 CIS. Et l'hôpital de Saint-Jean, du Haut-Richelieu, et l'hôpital Charlemagne, nous sommes dans le même CIS. Montérégie-Centre. Montérégie-Centre. Il y a seulement 2 hôpitaux dans ce territoire-là. Et c'est nous, le Montérégie-Centre, qui avons les responsabilités que l'agence occupait à l'époque. Donc, tout ce qui est montérégien ou régional, sur l'administration, exemple, les organismes communautaires, le financement, etc. Donc, c'est le Montérégie-Centre qui a cette responsabilité-là. Donc, nous aurions pu très bien centraliser les laboratoires si le ministre veut s'entêter à le faire et le séparer en 2 pôles. Donc, une partie à Saint-Jean, au 3e étage, et l'autre partie à Charlemagne. Charlemagne aurait pu prendre une partie des laboratoires jusqu'à Sorel et Saint-Jean jusqu'à Valleyfield, si le ministre veut les centraliser, bien entendu, parce que la meilleure option serait que tous les laboratoires restent dans chacun des hôpitaux. Mais là, dans le court terme, il se passe quoi? Parce que là, ça fait beaucoup de ping-pong. Il se passe rien. Puis le ministre, moi, la dernière fois qu'il m'a répondu par écrit, il m'a mentionné que le 3e étage, le premier coup de marteau qui sera fait au 3e étage, que ce soit pour le petit laboratoire, parce qu'on va avoir un petit laboratoire, ou le centre mère-enfant, et le centre mère-enfant, parce que le centre mère-enfant prendrait le reste de l'espace du 3e étage, bien, ces travaux-là, le premier coup de marteau n'aura pas lieu avant été 2019. Donc, l'été 2019, ça se rend jusqu'au mois de septembre. Donc, quand on voit là, dans les médias actuellement là, que le ministre retarde après les élections certains projets, on est aussi dans cette liste-là. Bien, clairement, parce que là, quand on regarde l'échéancier, on se dit on est au début mars. Là, vous allez reprendre la session, mais rapidement, on va se retrouver qu'on va être à l'été. On va tomber en période électorale plus accélérée. Oui. Donc, visiblement, avant l'élection du 1er octobre, il ne se passera rien. Là. Malheureusement. En quoi l'élection d'un gouvernement du Parti québécois, ou même j'ajouterais, ou l'élection d'un gouvernement de la CAQ, en quoi ça changerait l'optique de celui du ministre Gaétan Barrette? Parce que la question que les gens vont se dire, c'est premièrement, est-ce que les libéraux vont être élus? Deuxièmement, est-ce que Gaétan Barrette va être encore ministre de la Santé? Troisièmement, est-ce que tous ces projets de centraliser là, les laboratoires, est-ce que les libéraux vont s'entêter là-dessus? Quelle est l'opinion du PQ? Quelle est l'opinion de la Coalition Avenir Québec? Bref, qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour ces laboratoires-là? Oui. Bien,
Il y a beaucoup de conditionnels dans votre question. Si on regarde les sondages actuellement, les libéraux ne semblent pas avoir la cote. Et un élément assez clair dans les sondages, c'est qu'une des causes principales de la... L'impopularité du ministre Barrette. Exactement. Donc, ça, c'est lié ensemble. Quand vous me parlez de la position de la CAQ, ben, c'est pas moi qui va défendre la position de la CAQ. Probablement pour ça, il faudrait que je connaisse une position de la CAQ sur le dossier des laboratoires. Je n'ai jamais entendu Mme Sanson ou un candidat de la CAQ parler de l'hôpital du Haut-Richelieu et des laboratoires. Cependant, ce que je sais, c'est que Gaétan Barrette, quand il a commencé en politique, c'était à la CAQ. Donc, peut-être que le plan santé actuellement des libéraux, c'est une copie du plan santé de la CAQ. Donc, c'est peut-être ça qui explique ceci. Cependant, pour nous, le Parti québécois, nous, monsieur Lisée, Mme Lamar, le Parti québécois, on a déjà dit ici à Saint-Jean et un peu partout au Québec, dans chacune des régions qui est concernée, parce que ça touche toutes les régions du Québec, là, il faut s'entendre, que nous, on allait revoir cette décision-là du gouvernement. Sur le principe, nous ne sommes pas contre de centraliser certaines analyses plus pointues, comme je vous ai mentionné, mais nous voulons maintenir le plus possible de services de proximité de santé et nous considérons que moins on a à déplacer des échantillons sur la route d'une région à l'autre, d'un hôpital à l'autre, moins qu'il y a de chances qu'ils se perdent et plus on améliore la qualité de l'analyse parce qu'il y a un risque dans le transport. Là, les analyses vieillissent, bon, ils peuvent être endommagés, ils peuvent se perdre aussi. Donc, on veut maintenir les soins de santé, les services de santé le plus près des communautés possible. Donc, la vision du Parti québécois, c'est de maintenir des services de proximité, incluant les laboratoires. Tout à fait. Mais vous n'êtes pas fermé à l'idée, peut-être, dans certains tests plus poussés, que tout le monde développe son petit plus. C'est ça, en fonction des spécialistes qui sont aussi dans les hôpitaux, hein, parce que c'est souvent en fonction de gens qui ont une spécialité, soit dans les analyses ou dans les médecins pour la recherche, etc. Donc, chacun peut développer ce genre d'analyse-là. Et même les gens là, qui travaillent dans le milieu des laboratoires au Québec ou les syndicats considèrent que pour certaines analyses, ça doit être centralisé et ça se fait déjà. On le voit déjà. Là. Il y a des échantillons qui se rendent à Charlemagne régulièrement. C'est clair que le résultat, c'est qu'on aura perdu plusieurs années. Oui, parce que les laboratoires devaient être terminés, si je ne me trompe pas, quelque part, là, février 2015. Donc, si les travaux débutent en 2019, été 2019, ils ne seront pas terminés à l'été 2019. Donc, ça veut dire qu'on a du pied carré qui dort au 3e étage de ce nouveau bâtiment. C'est le plus grand placard à balai qui coûte le plus cher au Québec et même sûrement sur la planète actuellement. Parce qu'on revient un peu à la case départ et en même temps, avec la conjoncture électorale, probablement que, en tout cas, on n'a pas de boule de cristal, mais probablement que dans les années à venir, il va finir par y avoir un laboratoire dans cet édifice-là. Tout à fait. Mais le laboratoire, qu'il soit petit, moyen ou gros, il est prévu au 3e étage. Et en ce moment, il faut se rappeler que les gens qui travaillent au laboratoire actuellement, là, qui se sont fait dire depuis des années, ça fait, je pense, une vingtaine d'années qu'on parle de l'agrandissement de l'hôpital du Haut-Richelieu, se sont fait dire « Soyez patients, vous allez avoir un nouveau laboratoire ». Donc, depuis ce temps-là, les équipements ne sont pas modernisés, les aménagements du laboratoire, c'est très vétuste, c'est très dangereux pour leur sécurité, c'est très dangereux aussi pour la sécurité des analyses qui sont faites. Donc, et sur le plan de la stimulation, de l'encouragement, de la tape dans le dos là, du réseau, du personnel là, du réseau de la santé, quand ils voient tous les autres départements, l'urgence, les soins intensifs qui ont été modernisés et qu'eux voient leur 3e étage qui devait être là, les laboratoires, puis qu'il n'y a rien, là, c'est pas très encourageant. Donc, malgré tout, on a un des meilleurs laboratoires le plus performants de la région, puis même sûrement du Québec, et avec des bonnes analyses dans les délais les plus courts. Donc, on a vraiment une équipe extraordinaire, puis moi, j'aimerais ça qu'on souligne leur travail, malgré des situations difficiles pour eux. La santé, c'est un enjeu national. Dans le cas des laboratoires, c'est un enjeu régional et local. Donc, visiblement, ça fera partie, je présume, des enjeux dont on va discuter à l'occasion de la prochaine campagne électorale, et on verra ce que vos adversaires libérales et de la Coalition Avenir Québec auront à dire sur cet enjeu-là. Mis à part l'enjeu de la santé et des laboratoires ici ou du Centre Mère-Enfant, parce que là, en même temps, si on décide de faire un gros méga laboratoire au 3e, il va arriver quoi avec le Centre Mère-Enfant? Le Centre Mère-Enfant était déjà prévu au 2e étage dans les espaces occupés actuellement par le laboratoire. Donc,
Si le centre mère enfant s'en va au 3e avec le laboratoire, on va avoir un espace vacant au 2e étage. De toute façon. De toute façon. Bon. Ça va être quoi les autres enjeux que vous allez défendre là, dans les semaines et les mois à venir avant l'élection? Bien, pour ici, pour Saint-Jean, bien entendu, il y a l'agrandissement de l'école Saint-Eugène, qui est un besoin criant pour les enfants, pour les familles du quartier Saint-Eugène. Pas parce que les autres enfants et les autres familles du reste de la circonscription n'ont pas des besoins criants en termes de rénovation d'école ou d'amélioration des cours d'école, ça, on l'entend beaucoup. Saint-Eugène, il y a un accroissement important de la population. Il y a beaucoup de projets domiciliaires qui se fait dans le quartier Saint-Eugène, dans le quartier Carillon. Et l'école date des années 60. Et n'a jamais vraiment été agrandi à un moment. Mais c'est vraiment là, les jeunes restent dans leur classe du matin au soir pour dîner. Quand il pleut, les récréations, c'est dans la même classe. C'est pas très stimulant, là. Ça donne pas le goût aux jeunes de persévérer à l'école, là. De mémoire, à l'occasion de notre dernière entrevue avec la présidente, Mme André Bouchard, les délais sont importants, là, parce que si la commission scolaire n'obtient pas de confirmation rapidement, ça va créer des problèmes là, à long terme. Là. Tout à fait, parce qu'il y a la question des bassins là, de population qui appellent là, dans leur jargon. Là. Donc, qui va à l'école pour la rentrée? C'est sûr que pour la rentrée qui vient, septembre, on oublie ça. Mais pour la prochaine rentrée, pas celle de septembre qui s'en vient, mais 2019, au fond, c'est maintenant que ça doit être fait. Exemple, l'école Marie-Rivier à Saint-Jean sera ouverte prochainement. Donc, pour la prochaine rentrée, 2018, l'école Marie-Rivier, qui a été agrandie parce qu'elle n'était pas aux normes. C'est une école pour les personnes vivant avec un handicap. Donc, elle a été agrandie, mise aux normes, parce que je me suis battu avec le ministre, bien, pas physiquement, bien entendu, mais politiquement. Avec Faites bien de le préciser quand même. Ben oui, il faut faire attention, là, avec le ministre Sébastien Proulx. Et j'ai toujours eu une très bonne collaboration avec le ministre Proulx. Donc, je souhaite continuer cette belle collaboration-là pour qu'on obtienne enfin l'agrandissement de l'école Saint-Eugène. Êtes-vous confiant d'avoir une confirmation de la part de Sébastien Proulx d'ici bien, la fin de la session je veux travailler. parlementaire? Là, il a été quelques jours là, dans la dernière session, quand on a repris la session, il a été malade quelques jours, donc il n'était pas au Parlement, mais j'ai eu l'occasion, la première journée de la reprise, de lui remettre une lettre suite à ma visite. Il m'a dit qu'il allait regarder ça. Quand on va revenir la semaine prochaine, je vais aller l'interpeller et mon bureau de circonscription parle régulièrement avec son cabinet pour... Je pense que ça se passe bien, mais on va s'assurer qu'il se rappelle de nous. Et ça, il faut que ça se fasse dans les prochaines semaines. Exact. Puis surtout que le budget s'en vient, c'est le temps. Bon. Autres enjeux à défendre d'ici la fin de la session parlementaire? Il y a différents enjeux importants. Il y a l'autoroute 35 qui revient toujours, mais moi, il y a un enjeu aussi important, c'est la congestion. La congestion sur l'autoroute 10. Les gens, là, les familles, les jeunes, les étudiants qui sont obligés de se rendre à Montréal parce que nous n'avons pas d'université ici, ou les gens qui doivent travailler à Montréal, qui doivent à tous les jours faire face à la circulation. On a un des meilleurs services d'autobus, Rive-Nord, Rive-Sud confondus. Le problème, c'est qu'avec l'implantation du REM, qui a été planifié par le gouvernement, ça va augmenter la congestion sur l'autoroute 10 parce que pourquoi que les gens de Saint-Luc prendraient leur voiture, se rendre 10 minutes plus loin au terminus d'autobus de Saint-Jean, prendre un autobus et là se rendre au REM, peut-être pogner dans la congestion sur la 10 parce qu'il n'y aura pas de voie réservée. Et là, les gens vont prendre leur véhicule, ils vont se rendre direct. Donc, moi, là, je réfléchis actuellement. S'il y a des gens qui ont des idées, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook aussi à ce sujet-là. Est-ce que c'est une voie réservée sur la 10, que ça prend une vraie voie réservée, incluant le covoiturage, voiture électrique, taxi, pas l'accotement qu'ils ont fait là, dans la direction vers Saint-Jean, là, Montréal vers Saint-Jean. Mais de l'autre côté, ça en prend une, mais une vraie voie réservée. Est-ce que c'est d'autres solutions? Est-ce qu'on prend les autobus de Saint-Jean puis on les envoie directement avec les autobus de la ville? Je suis en réflexion là-dessus, mais en ce moment, tout ça pour dire que la proposition du gouvernement d'implanter le REM n'est pas une bonne option si le REM n'est pas prolongé jusqu'à Saint-Jean. Et le ministre des Transports m'a confirmé que ça ne se fera pas. Il ne le prolongera pas jusqu'à Saint-Jean. Donc, session parlementaire jusqu'à la fin juin. Oui. Après ça, petite pause mi-juin. Après ça, petite pause de vacances, mais encore là, on va tomber en campagne électorale. Évidemment, comme la date est déjà connue à l'avance, ça nous... C'est le 1er octobre. C'est le 1er octobre, donc ça nous provoque des campagnes électorales, disons, allongées. Tout à fait.
Un peu comme le municipal, on le vit au municipal. C'est sûr, les campagnes américaines aussi, mais aux États-Unis, ils ont pas mal plus d'argent pour faire les campagnes que nous avons. Bon. Visiblement, on est début mars, et quand on regarde à proximité, Saint-Jean, Chambly, même Iberville maintenant, les libéraux n'ont pas de candidat. Par contre, la coalition Avenir Québec est quand même assez bien installée. Dans certains cas, députation, Mme Sanson, M. Robert de Chambly, candidat Laroche qui est déjà connu ici à Saint-Jean. De quelle façon allez-vous interpeller les citoyens? Mais le Parti québécois aussi a des candidats de nommer Nicolas Dionne dans Iberville, Christian Picard dans Chambly. Tout à fait. Donc, on voit que quand on regarde Saint-Jean, Iberville, Chambly, le Parti québécois et la coalition Avenir Québec sont des formations politiques qui sont prêtes. Le Parti libéral est absent en ce moment. Et visiblement, dans les comtés francophones... Bien, le Parti libéral est absent sur le plan des candidats, mais moi, je me méfie de l'eau qui dort. Ah, OK. Donc, moi, je crois qu'il y a quand même une organisation. Je crois qu'il y a des militants au Parti libéral, quand même, qui peuvent être mobilisés. En politique, souvent, si on veut avoir une campagne électorale qui a un peu d'impact, il faut se préparer à l'avance et être visible un petit peu plus à l'avance. Mais il y a quand même une différence entre avoir un parti qui a des militants sans candidat, comme le Parti libéral, ou un parti qui a des candidats mais qui n'a pas de militants, comme la CAQ. Moi, je pense que c'est mieux le Parti québécois qui ont une organisation et des candidats. Mais on a un programme. En fait, ce que je voulais dire, c'est pour les électeurs, et on le voit même dans les sondages, dans les comtés francophones, visiblement, la lutte, elle va se faire entre le Parti québécois et la coalition Avenir Québec. Actuellement, oui. C'est assez clair. Comment allez-vous interpeller les gens pour marquer la différence, pour dire aux gens, nous, le PQ, c'est ça, la CAQ, c'est ça? Parce que là, les gens vont se poser la question, on va dire, oui, bon, c'est quoi la différence vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment des différences dans les programmes? Localement, c'est quoi la différence? Donc, de quelle façon allez-vous marquer le pas? Comment allez-vous dire aux citoyens, voici ce que nous sommes et voici ce qu'est nos adversaires? Bien, localement, je crois que j'ai démontré, bien humblement, que j'ai été capable de livrer la marchandise dans un grand nombre de dossiers. Et je connais les dossiers de la circonscription, je connais les préoccupations des citoyens. Je sais aussi comment travailler des dossiers, monter des dossiers pour obtenir des gains pour la circonscription. On l'a vu dans plusieurs dossiers. Donc, moi, je crois avoir l'expérience et l'expertise pour continuer à travailler pour la circonscription de Saint-Jean. En plus, j'ai l'énergie puis la volonté d'en faire encore plus, de régler des dossiers importants. On a parlé tantôt de l'hôpital. Je pourrais parler d'un grand nombre de dossiers. Pour le local, je crois que c'est ça. Parce que dans les faits, sinon, je pense qu'il n'y a pas personne, là. On fait des petites blagues politiques. On est en politique. Des fois, il faut s'asticoter un peu. Là. Je ne peux pas dire que tous les autres sont parfaits, sinon les gens vont voter pour les autres. Là. Moi, je suis ici en politique. Là. Donc, mais je pense pas qu'il y a aucun autre parti qui va dire « moi, je vais fermer l'hôpital » ou que « moi, je ne ferai pas la 35 ». Donc, localement, les enjeux se ressemblent quand même sur les priorités, peut-être peuvent changer, mais moi, je crois que sur le travail, l'expertise, l'expérience, la connaissance, ça, il n'y a pas personne qui peut accoter cette expérience-là que j'ai. Sur le plan du parti, ou des programmes de parti, là, c'est différent. On est à des années-lumière. Exact. Nous, c'est clair que notre préoccupation, c'est de réinvestir dans les services publics, en éducation, en santé, pour les services pour les familles, entre autres dans les centres de la petite enfance. Pourquoi? Parce que les citoyens, la classe moyenne, a fait les frais depuis l'élection du gouvernement libéral de coupes à tous les niveaux. Quand on est rendu, là, qu'on rationne les aliments dans les CHSLD, le temps que les gens ont pour s'alimenter, qu'on attend plus longtemps à l'urgence, quand les enfants ont de la difficulté à avoir des livres dans les écoles, vous allez me dire, oui, mais ça, on entend ça depuis toujours, puis est-ce que vous pouvez faire quelque chose de la différence? Mais pour la santé, de redonner le pouvoir à 200 000 professionnels plutôt que uniquement aux médecins, ça, il n'y a pas d'autre parti qui le propose. Et je crois que c'est faire en sorte que tout le monde peut intervenir pour la santé. Puis dans les écoles aussi, faire des coupures comme il a été fait, là, de baisser les revenus pour les écoles, c'est sûr que ça baisse la qualité, puis il y a moins de professionnels dans les écoles, plus d'enfants par classe, les professeurs sont épuisés, sont à bout de souffle. En terminant, on a vu ce qui s'est passé au Bloc québécois la semaine dernière. Cette crisette-là n'est pas très, très bonne pour le mouvement souverainiste. Non. Vous en pensez quoi? Bien, c'est difficile pour moi d'intervenir là-dessus parce que je ne suis pas dans le caucus du Bloc québécois. Et ça semble être quand même une chicane de caucus. Des députés qui ne sont pas contents de leur chef,
puis la chef qui semble pas avoir la même analyse qu'un grand nombre de ses députés, ou même là maintenant de ses ex-députés de son caucus. Comme je ne suis pas à l'intérieur du caucus du Bloc québécois, c'est très difficile pour moi d'analyser qui a raison, qui a tort, ou est-ce qu'il pourrait avoir une solution mitoyenne. Je suis un peu comme un observateur dans ça, au même titre que les journalistes, au même titre que même les membres du parti. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup de membres du Bloc québécois claquer la porte ou dénoncer la situation. C'est davantage les députés démissionnaires, c'est normal. S'ils démissionnent, ils vont parler sur la place publique, et un certain nombre d'ex-députés du Bloc québécois. Donc, c'est difficile pour moi de commenter cette situation-là. Mais c'est mauvais pour la cause. Bien, c'est sûr que ça n'aille pas, là. Ça, c'est bien sûr. Mais en même temps, c'est quand même un autre parti. C'est pas la première crise que le mouvement souverainiste va traverser. Ah non. Puis c'est parce que des fois, on débat d'idées, puis on est aussi transparent. Nos discussions, on les fait, tout le monde à visage levé, qu'ils appellent, là. Donc, on le fait. Ça ne nous aide pas toujours, mais au moins les gens voient qu'on est des gens authentiques. Authentiques. Turcotte, merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Ou encore Guy Ligan. Cette semaine, François, on reçoit Normand Saint-Pierre. Oui, bien connu dans sa famille et moi-même. Exactement. Tu vas nous dire quoi faire dans la Montérégie pendant la semaine de relâche. Voilà. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Mercredi, le 28 mars prochain, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. Donc, si vous êtes intéressé par cet organisme, vous pouvez bien sûr vous rendre à l'occasion de cette journée. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.